Bonjour, on est le vendredi 9 août 2013. Et aujourd'hui, je vous l'avais promis, je vais le faire. Hier soir, je me suis dit de quoi tu parles demain matin. Et je me suis dit, tu avais promis, ça fait plusieurs semaines que tu avais promis que tu allais parler du sens de la vie, alors il faudra demain parler, il faudra le faire, il faudra parler du sens de la vie. Et on était, qu'est-ce qu'il était, je ne sais pas, minuit, quelque part là. Je me dis, mais je suis absolument pas prêt, j'ai pas la moindre idée de ce qu'il faudrait dire du sens de la vie. Pourquoi est-ce que tu t'es engagé à dire des choses comme ça? Et je me suis dit, bon, voilà, ben, écoute, tu vas aller dormir, et puis demain matin, il faut que tu saches ce qu'est le sens de la vie. Alors c'est comme un examen, mais sauf c'est que c'est un examen où on n'est pas prêt du tout. Alors j'avais vraiment un petit peu le trac, et dans la nuit, je me suis réveillé parce que je devais faire pipi. Et je me suis dit, alors ça vient, c'est en train de venir. Et je me suis dit, oui, 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 c'est en train de venir, c'est en train de se préparer. Et puis dans la nuit, on me passait la parole, je devais prendre la parole. C'était une organisation dont apparemment j'étais en train de devenir l'un des dirigeants. Moi, je ne m'avais encore jamais entendu parler, voilà, de m'adresser à l'ensemble des membres. Je ne sais pas ce que c'était une espèce d'organisation, une espèce de syndicat ou une organisation politique. Et je n'avais qu'une idée vraiment assez approximative d'où j'étais et ce que je faisais. Vous savez, comme dans les rêves, on se dit, oh, qu'est-ce que je suis en train de faire exactement? Je me suis dit, voilà, il faut être à la hauteur des circonstances. Alors j'ai commencé à parler, c'était pas mal, j'étais content, j'hésitais parfois un petit peu, comme dans les vidéos ou dans les conférences que je fais qui sont improvisées, mais ça venait pas mal. Et tout à coup, je suis en train de me rendre compte que je suis en train de me réveiller, et je me dis, oh là là, mais je vais me réveiller, je suis en train de me réveiller, mais pas du tout à Bruxelles, pas du tout dans une réunion comme ça, je suis en train de me réveiller dans un lit en Bretagne, à Vannes. Et je leur dis, écoutez, je suis en train de me réveiller, je vais devoir vous quitter parce que bon, j'ai pas le choix. Mais voilà, allez, bonne chance et on se retrouvera. Et quand je me réveille, je me dis, voilà, ben, voilà le sens de la vie. Et allez, on commence. Je vais pas continuer à tergiverser comme ça parce que je ne sais pas trop de quoi je vais parler. Alors, de quoi va-t-on parler? Il y a une chose qui est sûre. Il y a quelque temps, mais ce n'était pas il y a si longtemps, parce que quand je lis justement ces ouvrages sur Keynes et sur ce milieu universitaire dans lequel il est né, parce que son père était lié à l'université, pas vraiment comme professeur, c'était plutôt quelqu'un qui s'occupait des étudiants, des examens, de l'intendance, et comment dire, qui a toujours hésité, que chaque fois qu'on lui a demandé de faire un véritable enseignement, en disant que c'était pas son truc. Et d'après ce qu'on voit sur son caractère, non, c'était pas son truc. Le rapport avec les étudiants, faire des nouveaux cours, il l'a fait quelquefois pour faire plaisir. Et donc dans ce milieu universitaire, à la fin des années, à la fin du 19e siècle, dans ce tournant des années 1800, je dirais autour de 1860, 1870, 1880, il y a quelque chose qui est en train de se passer, c'est que l'organisation de ces universités, en particulier Oxford et Cambridge, c'était encore extrêmement monastique. On était célibataire, on était un jeune homme, et puis une fois si on avait envie de se marier, ben on sortait véritablement en réalité de ce système, parce que c'était pas fait pour ça. Et alors dans ces années-là, ce qui part, c'est la croyance en l'au-delà, ça disparaît. C'est pas le progrès qui produit ça, c'est l'évolution des mentalités, c'est une réflexion sur le sens de la vie précisément qui fait que il y a il y a une influence enfin on est obligé d'y penser avec le darwinisme, après là ce sera plus tard, mais enfin c'est en train d'émerger toute cette réflexion qui donnera le freudisme, tout ce qui nous décentre par rapport à ce qu'on pensait, toutes ces représentations qu'on s'était faites sur le fait que bah, si cette vie était à peu près invivable qu'on avait dans le monde, c'était pas si grave que ça parce que c'était de l'ordre de la transition. C'était une épreuve qui nous était donnée pour arriver dans le vrai monde qui était celui d'un au-delà, où les choses là, bon, si on s'était mal conduit, ça pouvait mal tourner, probablement très mal tourner. Il suffit de voir l'enfer dedans. Mais si on s'était bien conduit, bah, c'est quand même ce qui était attendu de nous dans ce monde de transition, dans ce monde éphémère, dans ce monde de corruption, et bien tout allait se passer ensuite. Et voilà ce qui se passe, donc c'est ça.
c'est qu'on cesse de croire à cela. Alors, qu'est-ce qui vient? Ben, on essaie de remplacer cette représentation par autre chose. Et on la représente avec cette idée de progrès. Voilà, le progrès, c'est on va faire le paradis sur Terre. Voilà, on n'aura pas le paradis après, mais on va le faire ici. On va le faire ici. Et puis, c'est ce dont on parlait l'autre jour. C'était une idée qui m'est venue de Jean-Baptiste et on a commencé à travailler ensemble. Ça s'articulait très très bien avec des choses que j'avais déjà dites ou que j'avais déjà écrites. Alors, on a pensé au fait que le progrès, ça a vraiment mal tourné. Pourquoi? Parce qu'on a fait, avec la technologie qu'on s'est offerte, qui était partiellement dans la lignée, dans la foulée des réflexions technologiques qu'on avait faites et qui n'avaient aucun rapport avec de la science. On avait toujours fait de la technologie, on faisait de la technologie excellente dans des pays où on ne réfléchissait pas du tout d'une manière qui ressemble à ce que nous appelons la science, nous. Là, je pense à la Chine qui avait inventé plein de trucs par essai et erreur. Et puis on a fait une science qui nous a permis de faire de la science appliquée en plus. Et c'est venu se coller dans cette technologie. Et comme on n'avait pas de système véritablement pour discriminer, on a fait n'importe quoi et on s'est rapidement trouvé dans une situation où cette science appliquée, où cette technologie a fait des choses beaucoup plus dangereuses que ce qui existait auparavant. On n'a pas fait un progrès dans 2000 comme on l'imaginait autrefois. On en a fait un cauchemar. On a fait des choses qui nous a permis, par exemple, d'améliorer notre confort, de vivre beaucoup plus longtemps. Mais en même temps, on a fait aussi tout ce qui était possible, qui était de l'ordre des armes de destruction massive, de type physique, de type chimique, de type biologique et que sais-je encore. On en a fait aussi un monde invivable. Et comme on a permis que la technologie destructrice envahisse tout, toujours avec des justifications qu'on se donnait après coup, je pense en particulier au nucléaire civil qu'on a inventé parce qu'on avait inventé le nucléaire d'armement, le nucléaire militaire. Et on s'est dit, bon, on va vivre avec ça aussi, etc. On s'est inventé des justifications comme nous sommes toujours capables de faire. Ça, nous savons faire, c'est justifier après coup comment nous avons mené notre vie, comment nous avons mené notre technologie. Et nous vivons dans un monde tout à fait invivable qui est en train de véritablement organiser sa propre destruction. Et comme nous n'avons pas trouvé le moyen de faire communiquer notre réflexion véritable avec ce que nous faisons, comme nous avons délégué à deux types de personnes, des intellectuels d'un côté et des décideurs de l'autre, nous avons confié des tâches différentes et que ces gens ne sont jamais arrivés à parler entre eux, ou que le rapport de force, si vous voulez, entre les deux a été tel que ceux qui prenaient les décisions ne s'occupaient pas du tout d'une réflexion sur ce qui allait se passer, nous sommes au bord de la catastrophe. Le progrès qui devait remplacer cette idée de monde après coup, de monde qui venait après, d'au-delà, ça n'a pas marché. Ça nous a déçus. Oui, ça fait des trucs, c'est bien d'avoir un téléphone mobile, c'est amusant de pouvoir parler dans une machine comme ça et que tout à l'heure vous allez tous pouvoir le voir, tout ça c'est sympathique. Mais en même temps, comme nous n'avons fait aucune discrimination, à côté de ça, il y a un monde qui est en train de se polluer, où nous avons changé le climat parce que nous n'avons absolument pas fait attention à ce que nous faisons, nous avons détruit le monde autour de nous parce que c'est comme ça que nous sommes des colonisateurs opportunistes et nous n'avons pas, le fait que nous le sachions depuis un certain temps ne nous a pas empêché du tout de continuer à le faire. Alors qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste comme sens de la vie? Voilà, le progrès, on avait, comment dire, bricolé ça rapidement parce que la religion, ça n'existait plus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se donner un sens de la vie? Alors, on peut réinventer la religion, mais ça paraît difficile. Ça paraît difficile. Il est tellement clair qu'on a inventé ce truc parce qu'on s'est rendu compte un jour, et c'est ça, c'est notre ami Jean-Jacques Rousseau qui nous a dit ça. Nous sommes l'espèce qui parle, nous sommes l'espèce qui pense, etc. Mais nous sommes surtout l'espèce qui s'est rendu compte que notre vie en tant qu'individu a une fin et que ça va se terminer. Et nous le savons rapidement. Quand on a, je sais pas, quand on a 5 ans, 6 ans, on ne se représente pas ça de la même manière qu'on le fait quand on est adulte, mais on sait qu'on va mourir. Pampan, t'es mort, etc. Voilà, on le sait, on le sait. Et là,
non seulement on a inventé ces religions, mais on a inventé même la philosophie pour essayer de faire autre chose un petit peu que la religion. La philosophie, c'est quand même un apprentissage de la mort, c'est un apprentissage, c'est une manière de se réconcilier individuellement sans la religion, avec le fait qu'on sera mort un jour, comme un individu, on va disparaître. Alors les gens ordinaires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, ils ont cru au progrès, ils n'y croient plus. Ah bah, ils ont un substitut, c'est qu'on va se goinfrer, voilà, on va bouffer autant qu'il est possible, on va boire autant qu'il est possible, et pour ça il faut du fric, alors on va essayer de faire autant de fric que possible, et on va essayer d'oublier cette histoire, qu'il n'y a plus de ciel et qu'on va mourir quand même, et alors en bas on va se conduire comme des gougnafiers, et on verra bien quand ça se termine. Si on meurt sous, eh ben, tant mieux, on n'y pensera pas trop, et ça se terminera comme ça, voilà. Alors, est-ce que ça fait un sens de la vie, ça? Non, pas vraiment. Faire encore plus de fric, vivre sur le fait que, bon, qu'on va gagner des sous et qu'il y a des gens qui vont être envieux de vous, parce qu'on le sait, parce qu'on n'a pas encore de sous maintenant et qu'on est envieux de ceux qui en ont, donc on sait que c'est comme ça que ça va marcher. Je suis en train de réfléchir à la vie de Keynes. C'est pas une mauvaise chose, je vous le signale, c'est pas une mauvaise chose de penser à la vie de quelqu'un d'autre pour essayer de comprendre la sienne. C'est un très bon exercice. Il a fait ça lui personnellement. Il y a ses essays in biography, tous ces petits exercices qu'il a fait d'expliquer la vie des autres, qui lui a fait comprendre comment fonctionnait la sienne. Il faut faire ça, c'est bien. Si vous avez l'occasion, réfléchissez à la vie de quelqu'un d'autre. Alors, le fric, bon, c'est pas vraiment la solution. La réinventer la religion, etc. Il reste un truc. On appelle ça transhumanisme. Et c'est la chose suivante, c'est de tenir compte du fait que ce qui nous a vraiment foutu en l'air, je dirais, au niveau de la représentation, c'est cette prise de conscience que nous allions mourir comme individus. Alors, il y a une solution. Il y a une solution, c'est que nous ne mourions pas comme individus. Alors ça paraît complètement, je dirais, débile parce que voilà, regardez la couleur de mes cheveux, bon, c'était pas comme ça au départ. J'ai des cousins hollandais, quand ils étaient gosses, ben, au départ, leurs cheveux étaient de la couleur que les miens maintenant. Mais moi, j'ai jamais été comme ça. Mais de toute manière, bon, ça change, on vieillit, regardez toutes ces rides, regardez ces poches qui tombent en dessous des yeux, et bah, tout ça, on s'habitue, bah, effectivement, on s'habitue, et ben, heureusement qu'on s'habitue parce qu'on n'a pas le choix. Mais imaginons qu'on puisse vivre toujours, Alors, c'est assez décourageant parce qu'on est des gens qui vont mourir. Et regardez ça si vous avez encore l'occasion de le faire. Apparemment, la vidéo a disparu, mais on la retrouve peut-être. C'est la fameuse vidéo de Lacan. Et messieurs, dames, moi j'ai eu ce très grand honneur d'être là à Louvain, à Louvain-la-Neuve, quand il a fait ce discours, ce truc où il nous a complètement sidérés. C'était aussi ce discours qu'il a tenu alors qu'il était interrompu par cet étudiant révolutionnaire, enfin révolutionnaire à ses propres yeux, qui a bon, dit voilà, qu'il était au service de la bourgeoisie, je ne sais quoi, pour raconter ces conneries sur la vie et sur la mort, sur le sens de la vie. Non, quand il nous regarde, hein, qu'il nous dit, écoutez, si vous ne saviez pas que vous allez mourir, est-ce que vous arriveriez à vivre, hein, parce que c'est vraiment ça qui vous fait vivre, c'est l'idée que quand même que tout ça se terminera un jour. Alors, on peut se dire, oui, bah, ça fait partie de notre destin, oui, ça fait partie de notre destin jusqu'ici, le fait de mourir comme individu. Le fait est aussi que nous n'aurions pas eu toutes ces représentations absolument bizarres, biscornues, qui nous ont conduit à tuer tous nos voisins à l'infini, d'avoir des millions et des milliards de morts, enfin des milliards, bah, vous le savez, je crois qu'il y a plus de gens en vie maintenant qu'il n'y en a eu jamais parmi nos ancêtres. Mais le fait est, on ne peut pas juger de ce que ce serait de vivre pour toujours, parce que ben, on n'en a pas l'habitude et on ne s'est jamais représenté cette idée-là. Alors, est-ce qu'il faut le faire? Il faut peut-être essayer, de le faire. Parce que imaginez un monde où on vivrait toujours. On ne pourrait pas comme ça se conduire comme un gougnafier indéfiniment. On ne pourrait pas continuer à se goinfrer à l'infini pour essayer, ou de boire ou de se droguer pour oublier que c'est comme ça que ça va se passer.
il viendrait un moment, il y a une possibilité, c'est la possibilité que j'appelle, c'est l'option Lévi-Strauss, hein, c'est que plus le temps passe, plus on se rend compte que cette espèce est complètement pourrie et qu'on ne pourra jamais rien en tirer, et arriver à la conclusion en disant, bon, ce qui pourrait se produire de mieux pour la Terre, c'est que ça disparaisse une fois pour toutes. On peut avoir aussi une autre opinion, c'est de dire si on vivait toujours, eh bien on serait obligé de se conduire décemment, hein, parce qu'on finira par se lasser de bouffer tout le temps et de boire pour oublier, parce qu'on saurait que que ça continue toujours comme ça nous responsabiliserait peut-être. On saurait à ce moment-là vraiment qu'il y a que ce monde-ci et qu'il faut le garder parce qu'on on sera là pour toujours. Bon, je ne dis pas que c'est une bonne idée, mais je dis qu'il faut moins y réfléchir. Moi, j'ai le souvenir de comment dire, cette consternation des années 70 quand François Cavana, a commencé dans Charlie Hebdo à faire ses éditoriaux en disant stop crève et il faudrait qu'on essaye de vivre pour toujours. Et la consternation autour de lui, les gens qui disaient écoutez, bon, hein, il est dans une mauvaise passe, ça va lui passer. Mais peut-être pas, peut-être pas. Il faudrait peut-être que parce que nous n'avons jamais vraiment récupéré de ce traumatisme que nous disparaîtrions nécessairement en tant qu'individu. Il faudrait peut-être y réfléchir, il ne faudrait pas rejeter ça automatiquement. Alors ce qu'il faut éviter, et là je passe à l'actualité cinéma, il faudrait éviter évidemment qu'on fasse comme on fait maintenant, c'est-à-dire qu'il y ait des super riches qui vivent toujours, et puis et puis que tous les autres ploucs qui continuent à crever, qui vivent dans un monde complètement pourri, tellement pourri d'ailleurs que ceux qui vivent éternellement, ils vivent dans l'espace. Vous vous souvenez peut-être quand c'est sorti Blade Runner, ce film qui avait été fait à partir d'idées de Philip K. Dick, mis ensemble, ça nous a fait réfléchir. Quand le film La Matrice est sorti, ça nous a fait réfléchir aussi. Alors je ne sais pas ce que vaut ce film qui sort aujourd'hui, qui s'appelle Elysium. La bande de lancement, ce qu'on appelle le trailer maintenant, mais c'est la même chose que la bande de lancement, la bande-annonce, paraît assez prometteur. Le fait qu'on dise aux États-Unis que c'est un film communiste, c'est un très bon signe. En général, les bons films américains sont des films dont on a dit quand ils sortent que ce sont des films communistes. Ce n'est pas un compliment que je fais au communisme, hein. Je suis en train de lire la vie de Keynes, je repasse à travers toute cette époque. Une des choses sur lesquelles il a eu raison, c'est de voir tout de suite, et là il a eu cette chance extraordinaire d'être marié avec une Russe qui l'obligeait à aller en Union soviétique assez régulièrement, c'est qu'il a tout de suite pu voir comment ça marchait et de se dire que c'est pas ça qu'il fallait, alors que la plupart de ses amis étaient en train de se convertir rapidement au marxisme et bon, un grand nombre de gens dans son entourage non seulement sont devenus communistes, mais ont commencé à travailler pour l'Union soviétique. Et là, le fait qu'il pouvait voir sur place comment ça marchait lui a fait éviter ça. Mais bon, comme vous le savez, ce que les Américains appellent communiste, c'est un peu, c'est une manière de désigner toutes les idées généreuses. Donc c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Alors je ne sais pas si ce film est bon. S'il nous oblige à réfléchir, eh bien très bien. D'après ce que j'ai compris, le type il devient Monsieur Matt Damon. Il ne devient révolutionnaire que parce qu'il y a un truc qui le touche de tout près. Mais vous avez peut-être vu. Vous avez peut-être lu ces interventions que j'ai mis récemment, l'ensemble de ces interventions qui ont été faites la nuit du 4 août. Il y a pas mal de gens qui se sont ralliés à la révolution par opportunisme, qui n'avaient pas réfléchi. On le voit parfois que c'est au milieu de leur propre discours, ils commencent à comprendre ce qui se passe. Peut-être, ils sont peut-être là parce qu'il y a un truc tout particulier qui les concerne, un truc de leur vie privée, leurs petites économies. C'est peut-être parce qu'ils sont peut-être venus à la réunion, au meeting, ils sont peut-être venus au meeting parce qu'ils étaient soucieux pour leurs petites économies, et puis que tout à coup, dans ce qui est en train de se passer là, ils sont en train de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui les dépasse complètement et auquel ils vont se joindre. Alors voilà, je n'ai pas répondu, hein, j'ai pas répondu à la question quel est le sens de la vie, mais j'ai commencé à y réfléchir devant vous. C'est pas terminé, on va continuer à réfléchir à ça. Peut-être pas à chaque fois que j'apparais le vendredi, mais voilà, la discussion est lancée. À la semaine prochaine.